Vous écoutez On lit pour vous. Parents, comment fêter l'anniversaire de son enfant handicapé? Un texte de Caroline Delagoutte, paru le 9 juillet 2026 dans Ombre et Lumière. Arrive l'anniversaire de son enfant. Derrière la joie que devrait susciter la préparation de cet événement peut se cacher, pour beaucoup de parents, une réalité nuancée. Entre eux, fuir l'idée ou surinvestir cette étape, comment la traverser? 1. Un constat parfois douloureux. L'anniversaire rappelle combien l'enfant peut être seul. Pourquoi organiser un goûter s'il n'a pas d'amis? Comment trouver le courage d'inviter alors que le quotidien est si éprouvant? Mon fils est autiste, avec des difficultés dans les relations sociales, explique Juliette. Son anniversaire approchant, il a invité toute sa classe, 12 enfants. 3 réponses, 3 refus. Mon cœur s'est brisé en entendant la réponse de mon fils. Pourquoi personne ne veut venir? Des imprévus, comme un changement de comportement de l'enfant ou des soucis de santé peuvent gâcher la fête. Nous avions prévu une sortie pour l'anniversaire de notre fille, des moments de jeu à la maison. Et finalement, nous n'avons rien pu faire à cause de son état. Faut-il cependant renoncer à fêter son enfant? 2. Les inventions de l'amour. Célébrer son enfant demande souvent de l'ingéniosité. Au départ, je ne savais pas qui inviter sa classe pour fêter les 7 ans de notre fils, témoigne Emmeline. J'ai demandé à son AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap, de me donner le nom des enfants qui avaient une affinité avec lui. Elle m'en a cité 6. Nous avons fait des petits cartons et tous sont venus. C'était un moment vraiment extraordinaire. Pour ne pas forcer l'amitié, d'autres parents invitent quelques personnes avec qui l'enfant se sent à l'aise. Nous avons fêté notre fils au zoo avec son frère, sa sœur, sa cousine et les fils d'une amie, évoque Fanny. J'ai préféré ça plutôt que de risquer que personne ne vienne. D'autres mobilisent la créativité de leur réseau. Chaque année, je lance le défi carte anniversaire pour Geoffroy, illustre Valérie. Ensuite, nous collons les cartes dans un cahier pour de magnifiques souvenirs. 3. Pour un anniversaire serein. Rien de tel que la simplicité pour vivre un moment de qualité. Pourquoi ne pas imaginer une fête sans forcément convier du monde, mais en fonction de ce qu'aime vraiment l'enfant? S'il est sensible à la musique, la passer plusieurs fois. S'il aime une activité spéciale, en faire le cœur du moment. Il en va de même pour les cadeaux. À quoi cela sert-il de les multiplier, si un seul satisfera l'enfant, même si c'est le même chaque année? Fêter l'anniversaire, c'est l'occasion de dire à son enfant « Tu es unique et je t'aime », de célébrer ses progrès de l'année et de faire mémoire des joyeux événements, si petits soient-ils. Témoignage. Claire, mère de François, 15 ans, avec un trouble autistique et dépressif. Je n'avais pas de retour. Fêter l'anniversaire de François a toujours été compliqué. Comme pour mes autres enfants, j'ai organisé chaque année des goûters ou des repas avec des garçons de son âge, en privilégiant le réseau amical, familial et paroissial, mais il n'y a jamais eu de retour. Pas une seule invitation depuis son plus jeune âge. C'est douloureux pour moi, mais pour François, je n'en sais rien. Il n'exprime pas grand-chose. Je me dis que c'est quand même important d'organiser un temps fort pour qu'il voie du monde. Pour son prochain anniversaire, par exemple, j'ai prévu une partie d'escape game. Un jeu d'aventure grandeur nature, NDLR. Je ne sais pas comment il va réagir. À l'écouter, il n'y a pas besoin de fêter son anniversaire. Notre fils a une prédilection pour le foot. Dans ses listes de cadeaux, les idées tournent uniquement autour de cela. J'essaie de l'ouvrir à la nouveauté, mais ce n'est pas évident. Je m'essouffle un peu. Heureusement, sa marraine est formidable. Quand elle vient à Paris, ils partent au restaurant, au théâtre, elle arrive à avoir avec lui un moment de partage. Marie-Charlotte, mère de Jean-Baptiste, 11 ans, polyhandicapé. Nous nous adaptons à ses goûts. J'organise chaque année une fête familiale pour l'anniversaire de Jean-Baptiste, à une date qui permet de réunir le plus grand nombre possible de ses 5 frères et sœurs. Notre fils est non-verbal et s'exprime par des vocalisations. C'est un enfant joyeux qui aime être entouré. Il est très sensible à la musique et au son. Lors de ces fêtes, nous ne nous privons pas. Musique à plein volume, trompette, chant, éclat de rire. Les cadeaux que nous lui remettons sont adaptés à ses goûts. Des objets sonores, comme une boîte à musique, ou des accessoires relaxants favorisant son confort. J'aime aussi lui offrir de beaux vêtements.
Je tiens à ce qu'il soit élégant. Son anniversaire est célébré dans son internat le jour même, autour d'un gâteau. J'aimerais pouvoir inviter chez nous ses amis du centre, mais c'est impossible en raison du manque de place et des besoins spécifiques de chacun. Tous sont en fauteuil roulant et présentent des pathologies importantes. Pour rendre un tel projet possible, il faudrait imaginer un lieu adapté, accessible et sécurisé, et prévoir la présence de bénévoles. L'œil de l'expert. Il va avoir 18 ans. Comment célébrer sa majorité? Marielle Lachenal est médecin et mère de 5 enfants, dont Géraldine atteinte d'un handicap complexe. Elle insiste sur l'importance de redire à l'enfant sa place dans la famille et la société, notamment lors du passage de la majorité. Pourquoi, d'un point de vue pédagogique, est-il important de célébrer les anniversaires? Je conteste un peu l'idée qu'il faille toujours chercher un objectif pédagogique. Un anniversaire est d'abord l'occasion de célébrer une personne. C'est lui rappeler qu'elle a une place dans sa famille, parmi ses amis et dans la société, et renforcer ce sentiment précieux d'appartenance. Ce moment est propice pour reprendre les albums photos ou le livre de vie, raconter les étapes traversées, mesurer le chemin parcouru et les progrès accomplis. Bien sûr, c'est l'occasion de souligner le temps qui passe. Il y a une année de plus. Et comme la société en fait une étape, on leur propose de marquer le coup, comme leur père. Que peuvent ressentir les parents à l'approche de la majorité de leur enfant? Pour les parents, les 18 ans peuvent être une étape particulière. Cette date rappelle l'entrée dans l'âge adulte, avec les démarches administratives ou les questions de protection juridique, le droit de vote. Je connais des amis qui n'ont pas voulu prendre de mesures de protection, non pas que l'enfant soit en mesure de s'autoprotéger, mais c'est trop complexe de le voir devenir adulte. Ensuite, il y aura d'autres caps douloureux à passer. En tant que parents, on sait un peu faire. Il y en a déjà tant d'autres que nous avons réussi à passer. L'entrée en cours préparatoire, l'entrée au collège. On saura passer les autres, le mariage des enfants d'amis du même âge, leur entrée dans le monde du travail. On y arrivera. Comme toutes les autres étapes déjà franchies, celle-ci finit par se traverser aussi. Y a-t-il une manière distincte de marquer les 18 ans? Non. Certains jeunes aiment les rituels, d'autres préfèrent la nouveauté. L'essentiel n'est pas tant l'âge des 18 ans que la façon de célébrer la personne, selon ce qui lui procure du plaisir. Une fête réussie est avant tout celle qui lui permet de se sentir reconnu, aimé et entouré. Pour les 18 ans de Géraldine, nous avions organisé une grande fête avec tous nos amis pour célébrer sa vie et tous ceux qui nous avaient accompagnés. Ses frères et sœurs avaient préparé un diaporama en expliquant que ce n'était pas un anniversaire de 18 ans classique. Pas de bac, pas de permis, pas de bande de copines, mais une foule d'amis, et ils avaient illustré d'anecdotes amusantes notre vie de famille. Une vie finalement qui débordait, mais sans nier les fragilités, les peurs et les gouffres frôlés. Pour Géraldine, ce qui comptait n'était pas le chiffre 18, mais la fête. À l'époque, sa principale inquiétude était qu'on lui répétait à l'Institut médico-éducatif qu'elle était désormais une dame. Elle en était terrorisée et protestait. « Je ne suis pas une dame !» Aujourd'hui, Géraldine adore toujours les anniversaires. Elle en voudrait 1000, avec ses frères et sœurs, ses tantes, ses voisins. Elle attend les cadeaux, même les plus petits, parce qu'ils signifient qu'on a pensé à elle. Elle aime souffler les bougies, entendre tout le monde chanter et se sentir au centre de l'attention. Qu'en est-il des cadeaux? C'est compliqué de trouver le cadeau. Cela va mieux quand on range ses critères dans sa poche, qu'on accepte de répondre aux rêves de son enfant si grand avec ses rêves si décalés parfois. Alors oui, on erre au rayon voiture de pompier, on hésite devant un déguisement de Batman, on sort sa carte bleue pour une veste Adidas qu'on n'a jamais offerte aux autres. Géraldine a besoin de voir tout de suite les cadeaux. Elle a besoin d'ouvrir et de déchirer le papier. Le pire, ce sont les gens qui nous demandent des idées quand déjà nous n'en avons pas pour nous. C'était « Parents, comment fêter l'anniversaire de son enfant handicapé ?» Un texte de Caroline de la Goutte, paru le 9 juillet 2026 dans Ombre et Lumière. Du rire aux larmes, une chronique de Norbert Spener, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires.
L'univers du polar à énigmes classique est un monde manichéen dans lequel le bien et le mal s'affrontent. Le personnage emblématique de l'enquêteur représente les forces morales de la loi et de l'ordre, opposées à celles du mal, incarnées par tout ce que la société contient de hors-la-loi. L'avènement du roman noir dans les années 1930-1944 a en partie inversé ce paradigme traditionnel en mettant en vedette le criminel. S'ensuit parfois un cas de figure dans lequel l'auteur pousse le lecteur, victime d'une sorte de syndrome de Stockholm narratif, à franchir une ligne rouge qui lui fait prendre parti pour les méchants. Dans cet univers sans foi ni loi, les personnages féminins d'anti-héroïnes que l'on aime haïr, avec lesquels on développe des liens affectifs, ne manquent pas. C'est ainsi que l'on va sympathiser avec Anna Avril, la tueuse à gages du polar Une femme de calibre de Julie Marcil, qui lutte pour concilier sa vie de femme et de mère avec un métier dangereux et tabou. Dans Alias Nina P. de Chloé Archambault, on peut s'inquiéter pour la vie d'une espionne, la sympathique Nina Palester, élevée dans un orphelinat de Moscou, puis recrutée par les services de renseignement de Russie, victime innocente d'un traquenard dont elle essaie de se dépêtrer. Paradoxe ou plaisir coupable, il arrive même que ces criminels finissent par nous amuser. Jacqueline Latourette, archétype de la vieille femme indigne, est le personnage principal de La Sainte Paix d'André Marois, un auteur québécois spécialiste de l'humour noir et du polar rocambolesque. Cette veuve, pas trop, éplorée, de 74 ans, vit paisiblement dans son chalet de Mandeville sur les rives de la rivière Mastigouche et n'attend qu'une chose de la vie, jouir du calme et de la sérénité de son petit coin de paradis. Mais du jour au lendemain, elle voit son monde s'écrouler quand Madeleine, sa voisine d'en face, lui annonce qu'elle va vendre sa maison. Bouleversée, la bouillante Jacqueline cauchemarde sur des scènes apocalyptiques de familles nombreuses débarquant sur l'autre rive avec une marmaille bruyante et indisciplinée. Cette perspective effrayante lui donne des envies de meurtre et elle décide de passer à l'action. Après quelques jours de cogitation intense, cette redoutable reine de la débrouille pense enfin à une solution radicale des plus retorses et qui aura des retombées sinistres. On retrouve cette spécialiste des embrouilles létales, toujours aussi dangereuse et mal embouchée, dans « Touche pas à mon cadavre », deuxième volet de ses aventures extravagantes. Frustrée, euphémisme, par la présence dans la maison de son ex-voisine de nouveaux occupants incommodants dont 2 gamins insupportables, elle se met à élaborer un nouveau projet pour se débarrasser une fois pour toutes de ces indésirables. Pour ce faire, elle va s'acoquiner avec le camionneur Roger, empêtré dans une situation des plus inconfortables. Il cherche comment se délester du cadavre d'un cycliste qui l'a percuté avec son camion et dont il veut cacher la mort accidentelle par peur de perdre son permis de conduire. Jacqueline, adepte des coups fourrés, va l'aider à faire disparaître ce corps encombrant. En échange, elle va lui soutirer un petit service pas très légal. Avec ses plans délirants et catastrophiques, Jacqueline Latourette est le modèle parfait d'une protagoniste dont les agissements criminels sont plus drôles que dramatiques pour la plus grande joie du lecteur. Rien de tel qu'une plume caustique pour souligner la cruauté et l'absurdité du monde. C'est ainsi qu'on se surprend à s'attacher à cette Tati Daniel de Lanaudière, allant même jusqu'à souhaiter la réalisation de son rêve de paix sur les bords de la Mastigouche, quoi qu'il en coûte et peu importe le nombre de décès suspects dans son entourage. Et il ne faudrait pas que le sergent détective Steve Mazinck, qui enquête sur cette série d'homicides insolites, nous prive de ces épisodes funestement drôlatiques qui affectent le village.
Mieux vaut en rire, même si, selon une formule popularisée par l'ex-magazine Crow, ce n'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Dans un tout autre registre, le thriller psychologique « Un secret pour l'éternité » de l'écrivain canadien Rick Moffina a une tonalité nettement plus sombre et pourrait avoir pour titre « Il était une fois 3 jeunes monstres ». L'intrigue est centrée sur le personnage d'Emma, une ancienne détenue qui, après avoir purgé une longue peine de prison, veut refaire sa vie avec un mari aimant et sa fille qu'elle adore. Il y a 20 ans, au Manitoba, avec ses 2 complices des Skull Sisters, un trio d'adolescentes désœuvrées liées par un pacte de sang, elle avait participé, dans le temps, au massacre d'une famille de 4 personnes. Tenue à l'abri par la loi, bénéficiant d'une nouvelle identité, elle est maintenant réfugiée en Californie où, en quête de rédemption, elle tente de mener une vie normale en oubliant ses sœurs de pacte et ses erreurs passées. Mais à quelques semaines de l'anniversaire de ce drame affreux, elle reçoit un message inquiétant. Quelqu'un la menace de révéler son terrible secret. Quelqu'un sait. À l'époque, prise de remords, elle avait rompu sa promesse et dénoncé ses complices, ce qui avait occasionné la lourde condamnation du trio. C'est d'autant plus angoissant que son mari, un écrivain spécialisé dans le true crime et qui ignore tout du rôle d'Emma dans les horreurs d'antan, envisage d'enquêter sur cette affaire qui avait été très médiatisée. Il veut en faire le sujet de son prochain livre. Dans ce formidable suspense à la Hitchcock, l'auteur joue habilement avec nos émotions en mettant en scène des personnages humains et très authentiques, dont cet Emma, témoin impuissant d'un crime horrible, victime de la fatalité, que l'on prend en pitié et que l'on voudrait protéger. Mais le destin a parfois d'autres plans. Adélaïs de Wolfe tient le rôle principal dans La maison aux 9 serrures, un thriller psychologique de l'écrivain britannique Philip Gray. Élevée dans une famille dysfonctionnelle souffrant d'une infirmité due à la polio, la jeune femme fait pourtant preuve d'une force intérieure étonnante. Sa vie d'adulte va prendre un virage radical quand son oncle, un type aux activités peu recommandables, mais qui a toujours pris soin d'elle, lui lègue une mystérieuse maison dotée de 9 serrures. Lors d'une première visite de ce lieu inconnu, c'est avec stupéfaction qu'Adélaïs découvre bientôt que son tonton favori était un richissime faux monnayeur qui va l'initier au secret de son art. Du jour au lendemain, sa vie change radicalement. Avec son amie Saskia, elle va faire fortune grâce à ses nouveaux talents de faussaire. Mais ses activités illégales éveillent les soupçons du commandant de Smet, un flic ripou. Dans ce suspense envoûtant, l'auteur déploie tout son art de conteur pour nous amener à prendre fait et cause pour cette délinquante des plus touchantes qui fait preuve d'une résilience et d'un courage exemplaires, face à un enquêteur entêté, trop curieux et parfaitement détestable. C'était, du rire aux larmes, une chronique de Norbert Spener, parue le 9 juin 2026 dans la revue Les Libraires. Traquer le méthane à Montréal pour mieux l'endiguer. Un texte de Maureen Jouglin. Paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science. Les sources de méthane sont souvent mal connues en milieu urbain. Une étude a détecté 3045 points chauds
dispersés dans la métropole, y compris une source hivernale jusque-là inconnue. Chaque année, la Ville de Montréal publie un inventaire de ses activités émettrices de gaz à effet de serre, GES, pour mieux connaître les principales sources de pollution. Bien qu'il constitue un point de départ utile, ce recensement repose en grande partie sur des estimations. C'est donc pour mieux documenter les sources de méthane locales que des scientifiques de l'Université McGill, avec l'appui d'Environnement et Changement climatique Canada, ont cartographié les principaux points chauds de la ville dans une étude publiée dans Environmental Research Communications. Si l'on savait déjà que ce gaz remonte surtout des sites d'enfouissement, on apprend ici qu'il émane aussi des dépôts à neige. Pour arriver à ces résultats, l'équipe a sillonné les rues de la métropole pendant 4 ans. En camionnette et à vélo, équipés de capteurs, les scientifiques ont parcouru 3336 kilomètres à la recherche de méthane atmosphérique. Lorsque nous mesurions des concentrations élevées, nous savions que nous étions entrés dans un panache, c'est-à-dire un flux de méthane émis par une source, explique Peter Douglas, professeur agrégé au département des sciences de la Terre et des planètes de l'Université McGill et co-auteur de l'étude. En analysant la forme de ces panaches et en tenant compte du vent, l'équipe pouvait estimer leur origine. Des résultats inattendus. Les émanations provenant des sites d'enfouissement se sont révélées environ 30 fois plus élevées que celles associées aux fuites de gaz naturel. Cette différence est beaucoup plus importante que ce à quoi nous nous attendions d'après les estimations de la Ville, souligne le chercheur. Plus surprenant encore, l'équipe a détecté une source tout à fait absente des inventaires officiels, les dépôts à neige. À lui seul, le site de l'ancienne carrière Francon, qui accueille aujourd'hui l'un des plus grands volumes de neige de l'île de Montréal, émettait des quantités comparables à celles des anciennes décharges de la ville, comme le parc Frédéric-Bach. Pour Peter Douglas, ces résultats seraient liés à la nature de la neige dans les dépôts urbains. Elle est chargée de terre, de feuilles et de déchets divers. Au printemps, lors de la fonte, ces matières se concentrent dans de vastes bassins d'eau stagnante. Un environnement propice à la propagation de micro-organismes producteurs de méthane. Nous devons toutefois mener des études directement sur ces lacs pour confirmer cette hypothèse, précise Peter Douglas, qui espère poursuivre cette piste à l'été 2026. Offrir un meilleur suivi. Le méthane est souvent relégué au second plan dans la lutte contre les changements climatiques. Certes, il est moins présent dans l'atmosphère que le dioxyde de carbone, CO2, et il s'y dégrade plus vite. Pourtant, sur un horizon de 100 ans, 1 kg de méthane contribue autant à l'effet de serre que 28 kg de gaz carbonique. Réduire sa concentration atmosphérique peut donc produire des effets rapides sur le climat. En décembre dernier, le gouvernement fédéral a d'ailleurs annoncé de nouvelles restrictions visant les secteurs qui libèrent le plus de méthane, dont celui des déchets. À l'échelle du pays,
les décharges seraient responsables d'environ 19% des émissions de méthane derrière l'extraction de combustibles fossiles et l'agriculture. Pour l'instant, les données liées aux émissions des dépôts de neige sont uniques, souligne le chercheur, précisant que peu d'études ont été menées ailleurs. Pour l'entreprise montréalaise GHGSat, spécialisée dans la surveillance satellitaire des émissions de GES, il est important de combiner les mesures sur le terrain avec les modélisations et les estimations pour obtenir un portrait plus fidèle des émissions. Il est clair que la mesure directe est essentielle, reconnaît Stéphane Germain, PDG de l'entreprise de télédétection, mais il n'existe pas de solution miracle. Mieux connaître les sources permet surtout de mieux les atténuer. Contrairement à celle de CO2, dont la réduction passe souvent par des transformations structurelles plus lourdes, les émanations de méthane peuvent, dans bien des cas, être limitées grâce à des solutions et des technologies déjà disponibles, peut-on lire dans le dernier rapport de GHGSat publié en marge de la Coop 30. Ainsi, certaines bactéries friandes de méthane pourraient réduire jusqu'à 50% des émissions de ce gaz, par exemple. De quoi ouvrir la voie à des stratégies de bioremédiation, pense Peter Douglas. En outre, là où la végétation est plus dense, nous observons généralement moins d'émissions, ajoute-t-il. Autant de pistes prometteuses à explorer qui pourraient aider le Québec à atteindre sa cible de réduction de 37,5% des GES d'ici 2030. C'était Traquer le méthane à Montréal pour mieux l'indiguer. Un texte de Maureen Jouglin, paru le 13 février 2026 dans le magazine Québec Science.